FCO, quel impact sur la reproduction? Des études ont prouvé l'an passé sur d'autres régions que la FCO a des impacts sur la reproduction. Cette année, pendant le pic de FCO, les chiffres recensés montrent plus 144% d'avortements déclarés et plus 36% de mort-nés en Bretagne. Et sur l'ensemble de la zone innovale, une baisse du taux de non-retour en chaleur jusqu'à 8,6 points dans les 90 jours qui suivent l'insémination. Bien entendu, d'autres facteurs que la FCO, comme les fortes chaleurs de cette année, ont pu impacter ces résultats. Inversement, l'impact de la FCO sur les boiteries et l'état général a pu impacter indirectement la reproduction. Si l'on regarde ce qu'il s'est passé dans l'Est de la France, après l'épisode de FCO durant l'été 2024, on voit deux effets marquants. L'intervalle vélage-vélage s'est allongé de 8 jours en moyenne. Et chez les génisses, l'âge au premier vélage a augmenté de presque 1 mois. Alors bien sûr, on ne peut pas comparer directement le résultat au nôtre. Les systèmes d'élevage, les races, la qualité des fourrages ne sont pas les mêmes, donc les effets peuvent varier. Mais si l'on transpose ces impacts au troupeau moyen de la zone innovale, comprenant 87 vaches laitières, l'effet économique reste important. On peut donc estimer à environ 2 000 € de pertes liées à l'allongement de l'IVV et autour de 1 200 € liés au recul de l'âge au premier vélage. Au total, cela représente environ 3 200 € de pertes sur une année sur le volet reproduction. Et à cela s'ajoutent d'autres postes, la baisse de production laitière, les frais vétérinaires et même la mortalité. Ces chiffres montrent bien que la FCO n'est pas seulement un problème sanitaire, elle a aussi un impact économique très concret sur nos élevages. Autant d'éléments qui rappellent l'importance de la prévention de la FCO et y rester vigilant. Dans ce contexte, il devient encore plus important d'avoir un suivi de gestation régulier pour piloter la reproduction et repérer rapidement les problèmes, afin de mettre en place les bonnes actions. L'objectif est simple. Maintenir le nombre de vélages dont vous avez besoin et sécuriser le renouvellement de votre troupeau. Pour ça, on recommande d'adapter le suivi de reproduction pendant la période FCO avec 2 réflexes faciles à mettre en place. 1. Recontrôler les gestations récentes. 2. Réaliser des constats d'aptitude de la reproduction pour savoir si les femelles sont aptes, cyclées ou non, et si leur état corporel leur permet de reproduire. Que faire après un constat de gestation négatif? Après un constat de gestation négatif, l'objectif est de perdre le moins de temps possible. Premier réflexe adopté, réaliser un constat d'aptitude à la reproduction. Si la femelle est apte, si elle a été vue en chaleur récemment ou qu'elle doit l'être prochainement, on peut suivre le plan d'accouplement habituel. Et si l'on veut maximiser les chances de réussite, la dose Ferstimax sera un véritable allié puisqu'elle apporte en moyenne 8 points de réussite à l'IA supplémentaire. Si la femelle n'a pas été vue en chaleur, on conseille d'utiliser un dispositif de synchronisation comme le PRID pour relancer son cycle et ne pas perdre de temps. Si la femelle est inapte, on intervient avec des compléments adaptés type Metrabol, Nuvulitral, Cyclibol ou d'autres recommandations et on la revoit 30 jours après. Objectif, ne pas laisser la femelle bloquée et maintenir une dynamique de mise à la reproduction. Le constat de gestation est positif, faut-il vérifier? Quand une femelle a un constat de gestation positif, c'est évidemment une bonne nouvelle. Mais en période de FCO, la prudence est de mise. On recontrôle la gestation à J+30 pour vérifier que tout va bien. Ce suivi évite les mauvaises surprises et sécurise les futurs vélages. Pour les élevages allaitants, quel est le risque? Les élevages allaitants sont eux aussi exposés au risque d'avortement. Baisse de réussite, on retrouve les mêmes fragilités que dans les élevages laitiers. Les recommandations seront donc les mêmes. Attention cependant, le risque de baisse de performance est encore plus important pour les éleveurs qui utilisent la saillie naturelle. En effet, le taureau peut perdre lui aussi ses capacités de fécondation et peut connaître une période d'infertilité jusqu'à 4 mois après le passage de la FCO. Nos recommandations sont donc les suivantes. 1. Faire des constats de gestation pour identifier les femelles vides. 2. Surveiller l'infertilité possible du taureau. 3. Utiliser l'insémination animale si le taureau ne féconde plus pour remettre au plus vite les femelles vides à la reproduction. 4. S'appuyer sur les échographies pour sécuriser les gestations quand la fertilité du taureau est incertaine. Après un passage de FCO, comment ajuster le nombre de vélages et le renouvellement? Tout d'abord, le premier réflexe, faire le point avec votre inséminateur et votre conseiller en élevage pour déterminer si vous risquez de manquer de femelles de renouvellement et de vélage.
Si c'est le cas, plusieurs solutions existent. Inséminer plus tôt les génisses qui sont éligibles. Si elles mesurent plus de 170 cm de tour de poitrine ou si elles font plus de 400 kg, elles peuvent être inséminées. Inséminer plus rapidement également les vaches aptes après un constat d'aptitude à la reproduction positif. Certaines vaches de plus de 50 jours peuvent être mises à la reproduction plus tôt que prévu. Utiliser les doses sexées augmente le nombre de femelles et sécurise le renouvellement. Concrètement, on peut avancer la mise à la reproduction des vaches et des génisses éligibles à la reproduction et adapter la stratégie d'accouplement. Ces ajustements simples permettent de compenser le nombre de naissances et de femelles et de maintenir une dynamique de renouvellement stable, malgré les effets de la FCO. En comprenant mieux les effets de la FCO et en anticipant, vous pouvez donc prévenir les pertes et protéger la performance économique de votre élevage. FCO, quelles questions se poser pour protéger son troupeau dès le printemps? Malgré la circulation virale de 2025, tous les cheptels et tous les animaux n'ont pas été infectés par les sérotypes 3 et 8, ni n'ont été vaccinés. Donc, ils ne sont pas protégés. À l'échelle collective, une protection est atteinte si au moins 80% des animaux sont vaccinés. Vacciner reste donc d'actualité. La vaccination a pour objectif de bloquer l'infection, réduire les signes cliniques et donc de limiter les impacts, notamment sur la reproduction. Pour sécuriser votre élevage, voici les questions à vous poser afin d'échanger avec votre vétérinaire sur le protocole vaccinal adapté à votre élevage. Ai-je vu des signes cliniques ou ai-je eu des mortalités? Et dans quelle proportion? Ai-je identifié s'il s'agissait de la FCO 3 ou 8 par analyse? Ai-je déjà vacciné, tout ou partie? Et si oui, contre quel sérotype? 3 ou 8? Est-ce que le prix du vaccin était un frein et l'ai-je comparé à mes pertes potentielles? N'oubliez pas également la vaccination contre la MHE qui peut redevenir d'actualité dès l'an prochain. Quels autres leviers d'action? La désinsectisation ne suffit pas à elle seule pour protéger votre troupeau. Elle doit être mise en place pour les transports et en période de circulation virale. Il faut limiter le développement des larves dans les gîtes, les fumières en particulier. Enfin, l'apparition de maladies émergentes est de plus en plus fréquente et la situation est en constante évolution. Dans ce contexte, il est essentiel de vous tenir informé de l'avancée des maladies en consultant votre GDS ou votre vétérinaire par exemple.